Eh bien, il est 9h15. Je vous propose de commencer. Bonjour, bienvenue à toutes et à tous au troisième Live Academy d'Octo Academy, l'organisme de formation d'Octotechnologie. Je suis Estelle Hubé-Laurent, consultante formation chez Octo Academy, et je suis ravie de vous accueillir aujourd'hui. Aujourd'hui, la thématique va porter sur l'innovation avec un focus sur les compétences. Tout le monde peut-il innover? Y a-t-il des conditions pour et surtout des compétences pour innover? C'est ce que vont vous raconter Julie et Dominique, qui sont consultants chez Octo Technologies. Ils vont vous expliquer tout cela pendant la demi-heure qui vient. En termes d'organisation, je vous invite à poser toutes vos questions dans le chat pour que Julie, Dominique et moi puissions y répondre d'ici une grosse demi-heure. Et à la fin du webinaire, vous recevrez un questionnaire de satisfaction de ce dernier. Vos feedbacks nous permettront d'améliorer les prochains webinaires qui arriveront dans le futur. Et comme vous avez pu voir, ce webinaire est enregistré. Vous recevrez le replay à la fin de ce webinaire. Je passe la main à Julie et à Dominique. À tout à l'heure. Julie ? Oui, bonjour à tous. On va commencer par se présenter et Dominique vous donnera aussi l'agenda de cette demi-heure ensemble. Donc moi, je m'appelle Julie Fontaine, je suis consultante chez Octo depuis janvier 2020. Donc j'ai eu la chance de faire quelques mois en présentiel avant de passer en visio. Et avant ça, d'ailleurs, et c'est pour ça que le message sur le fait de dire qu'on peut devenir innovateur, il s'applique aussi à moi-même. Mais moi, j'ai commencé à la fois à faire de la communication dans une boîte pharmaceutique. Et après, j'ai aussi fait du conseil sur des sujets d'innovation et d'intelligence collective. Et maintenant, depuis chez Octo, avec un focus innovation et design. Donc moi-même, je deviens de plus en plus innovatrice chaque jour. Et Dominique, je te laisse te présenter aussi. Oui, Dominique, donc je suis consultant innovation et coach agile et coach startup. Et donc, je travaille notamment souvent avec Julie pour mettre en place des dispositifs innovation, des incubateurs dans des entreprises privées ou publiques et accompagner ensuite des projets en s'inspirant des méthodes des startups. Donc aujourd'hui, on voudrait vous parler justement du profil innovateur. On a fait déjà plusieurs webinaires sur le sujet de l'innovation que vous pouvez retrouver. Mais nous allons faire un focus sur le profil innovateur avec 4 parties. D'abord, de casser un peu les idées reçues qu'on a sur les innovateurs et identifier un peu quels sont les différents profils de compétences technique, en tout cas de savoir-faire métier à avoir pour les innovateurs, mais aussi quels sont les différents types de profils de personnalité. Et enfin, là où il y a des gaps, comment compléter son profil. Et on finira par les questions-réponses. Et en effet, pour démarrer, on va se lancer sur une petite intro. Et je vous invite du coup à ouvrir votre fenêtre de chat avec une première question. Je vais passer la slide, Dominique, qui est, selon vous, quand on vous parle d'innovateur, d'innovatrice, à qui pensez-vous? Et donc, aucune restriction, mettez tous les noms qui vous viennent en tête dans le chat pour qu'on voit un petit peu ce qui émerge. Et vous pouvez aussi intervenir à l'oral si vous avez envie de partager. Ça peut être des traits de personnalité, ça peut être des noms de gens connus aussi. Exactement. Merci Stéphanie. Ah, c'est cool, Octo. Alors, qui a fait Waze? Je vais chercher. Donc là, ce qu'on voit dans le chat, c'est en effet des gens créatifs, des inventeurs comme Marie Curie, Elon Musk, des gens qui cassent les codes, qui n'acceptent pas le statu quo, Amazon, les startups, Mark de Facebook, Jobs évidemment.
Stéphanie, tu peux nous dire qui est Amélia? C'est l'aviatrice, c'est une aviatrice qui a traversé Oui, l'Atlantique. oui, tout à fait, c'est ça, complètement. Première femme à traverser l'Atlantique, un truc comme ça. Ça marche, bah justement, merci pour ces premières idées. Et en effet, ce qu'on voit souvent, un peu dans les clichés qu'on a en tête, c'est justement, on pense à Elon Musk, on pense à Steve Jobs, on pense à ces gens-là qui représentent un peu le profil idéal de l'innovateur. Et en effet, c'est des gens qui ont fait bouger les lignes euh, et qui, bah, justement, ont été créatifs, qui ont ce côté visionnaire. Mais justement, Dominique, il y a d'autres profils d'innovateurs. Oui, c'est qu'on pense que vous avez cité, alors c'est bien, vous avez cité aussi d'autres profils et des profils de femmes notamment, hein, Amelia Earhart et d'autres. On pense souvent à ces profils assez, voilà, les Elon Musk, Steve Jobs et Zuckerberg, donc des gens assez euh, visionnaires, mais assez directifs et très charismatiques. Mais il y a d'autres profils aussi qui peuvent être un peu différents. Là, j'ai noté par exemple Grace Hopper. C'est une femme qui travaillait à la NASA, qui était de profession militaire et qui est l'inventrice du premier compilateur et donc qui est vraiment dans les figures créatrices de l'informatique. Donc, a priori, c'est quelqu'un qui n'était pas forcément très charismatique, qui était militaire de carrière, qui faisait sa carrière, voilà, je dirais tranquillement, en tout cas dans les normes, dans les structures. Et dans ce cadre-là, elle a pu inventer quelque chose qui a révolutionné l'informatique. Hedy Lamarr, c'est une starlette des années, vraiment des années 20 et 20-30. Et ensuite qui est parti aux États-Unis et qui, aux États-Unis, a cherché à faire carrière et n'a pas réussi sa carrière. Mais par contre, elle a inventé, avec un ami qui était pianiste, un système de frequency hopping pendant la guerre pour éviter de se faire décoder les messages secrets par des sous-marins allemands. Et son invention, les militaires n'y ont pas trop cru et l'ont classifié, mais plus tard, ça a été repris et ça a servi pour inventer quelques petites choses inutiles comme le Bluetooth ou le Wi-Fi, qui on doit à Hedy Lamarr. Donc on ne s'y attendrait pas comme ça de ce type de profil. Robert Johnson, eh bien, c'est un noir américain qui a créé BET TV, une chaîne câblée, qui vient d'une famille très nombreuse et assez pauvre, défavorisée, et qui a monté comme ça dans le monde des chaînes et des médias, et qui est milliardaire avec sa chaîne de télévision câblée. Temple Grandin, ben elle est autiste. En fait, donc handicapé autiste, et son autisme lui a permis de développer un contact particulier avec les animaux et de révolutionner la zootechnie et la façon de traiter les animaux dans les fermes. Donc voilà des profils où on voit qu'on n'a pas besoin d'être un Steve Jobs pour être un innovateur. Il y a différents profils qui peuvent l'être. Et en effet, justement, si on fait un peu de façon hyper schématique, je précise, un peu le portrait robot et l'anti-portrait robot de l'innovateur, et là, on met en avant tous les biais qu'on peut avoir, bien sûr. Dans le portrait robot, on va avoir justement se dire potentiellement c'est un homme blanc et avec pas mal de traits de personnalité qui sont visionnaires, créatifs, charismatiques, mais aussi potentiellement égocentriques, directifs, voire colériques, qui aiment aussi, évidemment, on parle beaucoup de prise de risque associée. Et souvent, dans le parcours un peu classique, c'est un techie qui a commencé dans son garage. Et en effet, à l'inverse, on ne pense pas forcément à d'autres profils innovateurs, notamment des femmes issues de minorités, qui vont aussi faire émerger d'autres traits de personnalité sur l'empathie, l'écoute, la bienveillance, parfois de la timidité au départ, du manque de confiance, et justement avec un parcours où tous les horizons sont possibles. Et justement, ce n'est pas uniquement le côté techie qui émerge dans ces profils. Et justement, donc là, c'était notre petite introduction pour vous montrer justement qu'il n'y a pas qu'un profil d'innovateur et que justement,
dans un profil innovateur, on va à la fois parler de compétences métiers, et c'est ce qu'on va commencer à faire, et on va aussi vous parler un peu plus tard de personnalité, et chacun a sa personnalité et peut devenir innovateur. Et du coup, pour parler des compétences, on veut aussi d'abord revenir, Dominique, sur notre démarche d'innovation, si tu veux nous en parler. Oui, donc sur la démarche d'innovation qu'on propose ici, en synthèse, c'est une démarche qui est issue de différentes démarches du design thinking, du lean startup et de l'innovation en général. On le synthétise comme ça, on le voit en deux grandes étapes. Il y a une première étape pour prouver la valeur de l'idée géniale qu'on a eue. Donc là, c'est partir d'une feuille blanche et là, c'est le focus pour gérer l'incertitude, dérisquer. À l'intérieur, on distingue deux phases. Il y a plutôt une première phase d'exploration où je cherche des idées, je fais à part d'éveil. Une fois que je sens qu'il y a une problématique à traiter, j'essaie de la valider par des entretiens, par des benchmarks, par des études de marché, par des sondages, etc. Et puis en brainstormant avec un processus d'idéation pour trouver une idée. Et ensuite, il y a la phase d'expérimentation où je vais tester par des maquettes, ensuite éventuellement des POC techniques, des proof of concept, des minimum viable products, donc des premières versions pour tester sur le terrain avec des premiers utilisateurs pour voir si ça a de la valeur. Et donc, une fois qu'on a ce moment-là, on est suffisamment rassuré sur le fait qu'il y a de la valeur dans l'idée et que même sur le terrain, avec des MVP, sur un premier site pilote restreint, ça fonctionne et les gens accrochent. Et à ce moment-là, on est prêt pour lancer et optimiser, faire grandir un produit. Et là, il y a une phase d'accélération où là, il faut prendre la vague et jouer sur la vague, communiquer, nouer des partenariats, industrialiser parce que ça passe à l'échelle, l'organisation aussi augmente, l'équipe augmente. Et puis, il y a la phase ensuite de pérennisation où on est là sur lancer en vitesse de croisière et il faut s'intégrer aussi à l'entreprise et chercher à s'optimiser. Et à côté en parallèle de ce processus, il y a un aspect gouvernance et pilotage. Et ce qu'on recommande de faire, c'est d'organiser des comités d'innovation, des comités d'investissement pour régulièrement, à chaque étape, refinancer progressivement l'innovation en fonction des résultats obtenus en phase d'exploration, expérimentation, accélération. Donc, sur les types de compétences à avoir, on reprend ici les trois cercles connus sur le design thinking. On dit que pour faire un bon produit, il faut que ce soit la conjonction d'un produit qui soit désirable pour les utilisateurs. Et donc là, les compétences dont on a besoin, c'est des personnes qui sont plutôt une âme de designer, sur des experts de la user experience ou de la user interface. Il faut une solution qui soit faisable techniquement, avec une solution faisable. Donc là, typiquement, des gens qui sont plus techniques, typiquement un dev full stack, des experts techniques. Et il faut aussi, on oublie souvent, que cette innovation, elle soit viable économiquement, que ce soit pour gagner de l'argent ou au moins de rentrer dans ses frais ou de limiter le budget. Et donc là, il y a l'aspect business. Et il faut aussi des personnes qui aient une âme de business modeling, de savoir de faire un business case pour voir si c'est viable économiquement. Des âmes de product manager et de product owner avec une vision produit, que ce soit digital ou pas. Et aussi une âme de storytelling. Il faut aussi avoir des personnes qui vont embarquer les gens, qui vont raconter l'histoire du produit, que ce soit aux clients, aux collaborateurs, aux partenaires, pour engager. Et ce n'est pas forcément la même personne qui a un mouton à 5 pattes, voire ici à 7 pattes, pour faire tout ça. Donc, il faut savoir, vous, où vous placez, où sont vos compétences, si vous êtes plutôt dans le orange, le bleu ou le jaune, et comment vous complétez. Et en effet, quand justement on vient croiser à la fois nos étapes dans notre démarche et les compétences associées, ce qu'on a essayé de vous montrer ici,
c'est de se dire que dans cette première partie, dans la partie 1 qui est de prouver, ben justement, le profil peut être celui plutôt d'un défricheur, d'un explorateur qui aime partir d'une feuille blanche justement et poser des hypothèses, tester, se tromper, recommencer, etc. Et c'est pas forcément la même personne justement qui va vous aimer faire croître un business, conquérir des marchés. Souvent, on lit des histoires d'intrapreneurs, par exemple, qui adorent lancer un nouveau projet, mais qui en fait n'aiment pas trop ensuite conquérir le marché avec et préfèrent laisser quelqu'un d'autre, non seulement parce qu'ils n'aiment pas forcément, et parce qu'ils n'ont pas envie et pas les compétences pour le faire. Et justement, il n'y a aucun problème. Il y a à la fois votre personnalité et ce que vous aimez faire, et du coup, vous pouvez vous positionner plutôt sur la phase amont ou ensuite sur la phase de croissance. Et en effet, vous voyez en dessous, ce qu'on a essayé de représenter, c'est un peu les compétences qui sont mobilisées. Sur la première étape, on va notamment faire appel pas mal à toutes les compétences de design, donc le fameux cercle bleu, je crois, Dominique, que tu avais fait, et aussi sur le produit, notamment construire un peu la vision du produit, poser les premières fonctionnalités, le cœur de la valeur, justement, qu'on veut ensuite développer. Et on voit qu'on ne fait pas forcément justement du business tout de suite, ni du management, mais par contre, justement, quand on passe dans la deuxième phase, tout le projet est dérisqué d'un point de vue utilisateur, d'un point de vue marché. Et donc là, on va mettre le paquet justement sur d'autres compétences de business, de gestion d'équipe, de passation d'une petite équipe cœur à un énorme département. Après, on s'adapte aussi en fonction, évidemment, si c'est une start-up plutôt ou si on est dans le cadre d'une entreprise. Et justement, du coup, là, on a vu qu'on a ce volet un peu compétences associé justement à différentes étapes de notre démarche innovation. Et évidemment, le lien qu'on est en train de faire, c'est de voir qu'on a des personnalités différentes et on préfère être plutôt sur l'amont ou plutôt sur l'aval. Et justement, c'est lié à un autre aspect qui fait que on est des innovateurs différents selon notre personnalité. Et justement, on n'a pas besoin d'être hyper égocentrique, charismatique, visionnaire, créatif, etc. pour le devenir. Et justement, ça fait la transition avec la deuxième partie, si tu veux avancer, et même encore après, du coup, où là, on voulait juste vous raconter des petites histoires qu'on voit, nous, sur le terrain. Moi, je travaille beaucoup dans un établissement public qui s'appelle le Pôle emploi. Et de ce que j'ai pu voir de plusieurs intrapreneurs, donc c'est des gens qui sont agents, soit en agence directement, soit en direction générale, et qui remportent une sorte de challenge interne pour devenir intrapreneurs et travailler sur leur projet pendant 6 mois. Et ce qui est assez frappant justement de voir ces différents profils, c'est à la fois des gens qui sont plutôt timides et qui manquent de confiance en eux, qui ne connaissent pas les méthodes au départ. Et quand on les voit au départ, souvent le début de leur incubation commence avec un bootcamp d'une semaine où on leur apprend les méthodes, ben on voit en effet qu'ils ont du mal, qu'ils ne sont pas confiance en eux, qu'ils sont plutôt timides justement pour apprendre à pitcher. Et 6 mois plus tard, c'est incroyable la transformation qui s'est opérée. Ils ont été sur le terrain, ils ont appris les méthodes, ils ont gagné confiance en eux, ils ont pitché leur projet à plusieurs comités d'investissement et on voit en effet la transformation qui s'est passée. Donc pour des gens qui ne connaissaient rien au départ, en 6 mois, ils se sont justement révélés. Toi, tu as une autre histoire aussi, Dominique? Oui, dans un autre contexte, pour un autre incubateur. Moi, je pense notamment à une personne qui avait vraiment un profil tech et passionné de la tech, et qui était d'ailleurs assez frustré dans son travail en sentant qu'il pouvait faire plus, mais que l'organisation très traditionnelle ne lui permettait pas de faire plus. Et justement, en répondant à cet appel à intrapreneur, un appel à projet en interne dans le programme d'entrepreneuriat, a proposé son idée. Son idée a été acceptée, mais quand je l'ai accompagné, il était vraiment orienté sur la solution, il était très excité sur la solution technique, il avait envie de mettre les mains dedans, et ça se comprend, parce que c'est ça qui l'amusait. Et donc, on a travaillé ensemble pour justement montrer que l'intérêt, ce n'était pas de faire quelque chose et de faire une solution excitante techniquement, mais de rendre service aux usagers, parce que c'était une administration publique, et donc d'aller les rencontrer et d'être centré utilisateur. Et ce n'est pas quelque chose qui était naturel pour lui, parce qu'il n'avait jamais eu l'occasion vraiment de le faire vis-à-vis des usagers. Et là, il l'a fait, il a pu tourner vraiment pour passer d'une optique orientée sur la solution technique vers une orientation
utilisateurs, usagers, services usagers, même marketing, et même pour une administration publique. Et c'est un gros pivot en quelque sorte pour lui et qui s'est approprié. Donc, non seulement il y a des compétences techniques qu'il a apprises, mais même la posture, l'intérêt est changé d'un côté plus technique à une empathie pour les utilisateurs. Donc voilà, les gens changent si on leur donne l'opportunité de le faire. D'où l'importance de connaître son profil et son profil innovateur. On pense qu'il y a différents profils, il n'y a pas que des Elon Musk et des Steve Jobs. Et donc, vous n'avez pas à vous dire, moi, je ne serai jamais Steve Jobs, donc je ne suis pas crédible en innovateur. Là, on reprend des profils qui sont proposés par We Are Entrepreneurs. Et donc, on les crédite ici. On trouve qu'ils ont proposé sur leur site un test de personnalité pour découvrir un peu son profil innovateur. Et on trouve l'idée intéressante en distinguant 3 grands thèmes de profil. Il y a les visionnaires. Et dans les visionnaires, encore, vous pouvez être plutôt le détecteur, la personne qui adore être en veille, chercher des opportunités et faire de la recherche utilisateur, comprendre les utilisateurs. Il y a ensuite l'innovateur, celui ou celle qui va être vraiment orienté sur, là c'est l'inventeur, chercher une idée originale à partir des problèmes révélés par le détecteur. Et puis il y a le développeur, là on ne parle pas du développeur technique, le développeur informatique, mais celui qui va développer l'idée et finalement un peu le product manager qui dit à partir de ça, moi on va construire un produit avec telle fonctionnalité, etc., avec une vision stratégique produit. Encore une fois, on n'a pas besoin d'une équipe de 9 personnes pour faire l'innovation. Ça peut être, vous pouvez avoir plusieurs de ces profils, mais voir ce qui vous manque. Vous avez les profils de réalisateurs, où vous avez alors le scénariste, c'est en fait, si on se dit que c'est un film, c'est celui ou celle qui va planifier, qui va coordonner, définir un plan projet pour coordonner les acteurs. Donc, on sait que dans l'innovation, il ne faut pas faire des plans très lointains avec des grands plannings Gantt. Mais par contre, il y a quand même des actions à planifier, à se coordonner avec les parties prenantes, les partenaires. Il y a celui qui est l'acteur. Là, c'est vraiment celui qui sera plus à créer le produit, à jouer le rôle. Et donc, ça peut être typiquement dans le réalisateur technique, les développeurs et ceux qui auront aussi faire le business développement, etc., le marketing. Et puis, l'ajusteur qui va être plutôt pour l'optimisation, sera justement en phase de pérennisation, notamment pour trouver un business économique, par exemple, un modèle économique. Et enfin, les animateurs, ceux qui sont plutôt dans le lien avec les autres. Donc, il y a le leader qui embarque les personnes, notamment avec un côté storytelling pour embarquer. Le facilitateur, c'est celui qui va créer les liens avec les différentes parties prenantes. Ça peut être dans l'équipe, et ça peut être aussi en dehors de l'équipe, de créer des connexions avec l'écosystème, avec le management, avec d'autres entités de l'entreprise, avec des partenaires extérieurs, avec des clients. Et puis le coach, qui est souvent le rôle que nous on fait, moi et Julie, qui est la personne qui ne va pas faire directement, mais qui va aider à faire, qui va apporter une méthodologie pour cadrer le sujet et pour permettre à ces personnes de travailler efficacement. Donc là-dedans, vous n'avez pas à avoir tous ces profils, mais de voir quel est votre profil, où sont les autres personnes dans votre équipe d'innovation et quels sont leurs profils, et voir s'il y a des trous. Et oui, et justement, la dernière partie, donc là, on a parlé de la personne, de vous, innovateur, innovatrice, à la fois sur des compétences métiers et sur des traits de personnalité. Et justement, parfois, on peut se dire, bah, dis donc, j'ai envie de devenir innovateur. Et comme dans le cas où on vous racontait justement, par exemple, chez Pôle emploi, où les personnes ne connaissent pas du tout la méthode au départ, eh bien, en fait, on n'est pas seul, justement, et dans l'entreprise notamment. Plusieurs types d'accompagnement sont possibles, qu'on vous a mis ici pour vous inspirer aussi, voir ce qui marche le mieux dans votre cas. Mais on voit qu'en amont, alors là, si on prend par exemple un parcours d'intrapreneur
avant qu'il démarre, pendant son aventure et à l'issue de son aventure, on voit que plusieurs choses sont possibles. À la fois, notamment si dans la partie embarquement, au départ, je vous parlais du bootcamp, ça marche très bien pour justement concentrer et enseigner toute la méthode au départ. Et ce qui compte aussi beaucoup, c'est pendant l'incubation, ce qu'on a mis en tout premier, qui est la formation et le coaching, où justement différents formats de webinaires, d'ateliers de mise en pratique, de coaching d'équipe, de coaching one-to-one. Ça, on a expérimenté tous ces formats et en effet, ça fait partie des choses qui marchent le mieux pour donner confiance et faire monter en compétence les nouveaux innovateurs. Et ensuite, en effet, ce qui compte beaucoup, c'est la suite, puisque justement la personne est transformée, s'est révélée, et revenir à son poste initial, à l'état initial, ça peut être un petit peu déconcertant. Et justement, ce qui compte, c'est de ne pas être seul et c'est d'avoir une équipe autour de soi. Oui, donc vous ne pouvez pas avoir toutes les compétences métiers, design, technique et business, hein. Donc savoir là où vous êtes bon et là où il vous faut un complément. De même que pour les savoir-faire, on propose de faire les petits tests pour voir quels sont vos profils et de compléter vos profils. Donc le meilleur moyen, un des meilleurs moyens, c'est de s'associer avec d'autres profils. C'est ce que font les startups. Les startups, c'est une minorité qui lance un business tout seul. En général, ils ont des associés et c'est ça qui rassure les investisseurs. De même en entreprise, les investisseurs qui sont les managers devraient être plutôt rassurés d'avoir une équipe complémentaire qui se présente. Et donc, l'autre moyen, c'est non seulement de s'associer, mais même en s'associant avec des personnes d'entreprise, il y a encore des gaps, il y a des choses à apprendre. Et donc, c'est ce que disait Julie, où un moyen est de se former. Là-dessus, je passe la parole à Estelle pour vous présenter le parcours Octo Academy. Oui, en effet, comme disaient Julie et Dominique, vous n'êtes pas seul parce que vous êtes en équipe et vous n'êtes pas seul parce qu'effectivement, il y a des moyens de se former pour pouvoir être dans la partie amont de l'innovation. Et c'est pourquoi nous avons créé un programme qui s'appelle l'Innovation Product Manager. C'est un parcours certifiant de 12,5 jours qui reprend la palette des compétences que vous ont présentées Julie et Dominique, et qui donc, si vous avez l'âme d'un innovateur, vous permet effectivement de voir l'ensemble des compétences qui peuvent être nécessaires. Si tu peux passer à la slide suivante, s'il te plaît. Voilà. Et donc, du coup, là, vous voyez, ce parcours est composé de 6 modules dont j'ai récapitulé les intitulés ici. Ça va passer effectivement d'intégrer le design d'expérience utilisateur en passant par le storytelling, puisque c'est important effectivement de pouvoir présenter ce projet, mais également de pouvoir être initié aux outils no-code. Et à la fin de ce parcours qui est étalé sur 6 mois, vous présentez en soutenance votre pitch de projet d'innovation et votre démarche d'innovation appliquée pour pouvoir effectivement tester. Et c'est véritablement grâce à ce parcours que vous pourrez créer, lancer des produits innovants de bout en bout. Ce que je vous propose, c'est que comme nous avons effectivement longuement parlé, Julie, Dominique et moi, c'est de lancer les premières questions et nous serons ravis d'y répondre. Est-ce qu'il y avait des questions dans le chat? Ou alors vous savez tout sur l'âme de l'innovateur? Dans le chat. Une question de Gilles qui vient d'arriver sur les outils no-code. Ah, je prends, c'est ma passion. Oui, sur les outils no-code, c'est des outils, par exemple, il peut y avoir des outils comme Weebly pour faire des sites statiques, mais Airtable pour faire des sites avec une base de données dynamique, mais aussi des outils comme Bubble, Webflow, Adalo, qui permettent à des personnes qui ne savent pas développer de réaliser des applications web ou des applications même mobiles sans développeur, juste par glisser-déposer.
Et donc, il y a toute une palette d'outils qui existent et on a une expertise sur ces sujets. On a monté une formation pour apprendre ces outils. Et l'usage, ça peut être soit en productivité personnelle ou d'équipe, d'avoir des outils d'automatisation de tâches dans vos équipes sans avoir besoin de développeurs. Mais nous, on l'utilise beaucoup en innovation pour faire des MVP et des Minimum Viable Products. Sans besoin de développeurs, on a pu réaliser des applications là, au ministère de l'Écologie avec un consultant, une consultante qui était non technique et qui a réalisé l'application avec Adalo et qui est en ligne avec des premiers utilisateurs pour voir si ça fonctionne sur un site pilote pour plus tard le faire développer pour que ce soit plus scalable avec des développeurs je dirais plus traditionnels. Donc voilà, initiation outil no-code en un jour. De rien, Gilles. N'hésitez pas, si vous voulez prendre la parole, vous pouvez aussi passer directement nous poser les questions en direct. Je crois qu'il y avait une question sur inventeur, innovateur, non? Oui, tout à fait, à propos d'Eddie Lamar tout à l'heure. D'accord. Alors justement, un inventeur n'est pas forcément un innovateur. Oui, tout à fait. Alors, c'est tout à fait vrai, Stéphane. Pour distinguer les deux, on utilise la formule du MIT qui est l'innovation est égale à invention multipliée par marché. Ce que ça veut dire, c'est que pour faire l'innovation, il faut une invention au départ. Mais cette invention, elle n'aura d'impact qu'à mesure qu'il y aura une conquête du marché. Donc, c'est une invention qui trouve son marché. Et donc, s'il n'y a pas d'invention, là, ce n'est pas une innovation, c'est juste que vous déployez quelque chose qui est déjà existant. Par contre, si vous n'avez pas de marché, s'il n'y a pas d'usage qui est fait, si ce n'est pas déployé, ça reste une invention dans un laboratoire. Effectivement, comme Heidi Lamar, qui a été inventrice, mais n'a pas réussi son innovation. C'est plus tard la personne, dont je ne me souviens plus le nom, qui a utilisé son point pour inventer le Bluetooth et le Wi-Fi, qui en a fait une innovation. Violette, oui, tout à fait. Donc, souvenez-vous-en, et ça, c'est important, cette formule, innovation est égale à invention fois marché. C'est bon à présenter à vos collègues et à vos managers en disant, si on fait de l'innovation, il faut s'intéresser dès le départ au marché. Ce n'est pas le tout d'avoir une idée géniale technique, d'abord de chercher quel est le besoin, quels sont les utilisateurs et comment les convaincre. D'où l'utilisation de techniques du Lean Startup, le Lean Canva ou le Business Model Canva. Tout ça, c'est pour conquérir le marché. Trouver un marché. Si je peux intervenir, j'ai fait cette remarque. Merci de votre réponse, elle est très claire. Parce qu'en effet, déjà au début, il faut convaincre le management à mettre de l'argent, dans le cas de l'entrepreneurship, par exemple. Ouais. Donc déjà du début, il faut avoir une bonne idée de quel est le marché, de comment ce produit peut être vendu, comment il peut générer de l'argent. Alors ensuite, sur l'argent, oui, il y a l'argent, c'est le nerf de la guerre. Et ce qu'il faut pour innover, c'est que le management, quand on fait de l'innovation d'entreprise, que nous on fait, c'est que le management amorce de l'argent, comme font d'ailleurs des fonds d'amorçage dans l'écosystème des startups. Il faut amorcer de l'argent en ayant un fonds. Alors c'est là l'intérêt d'avoir un incubateur qui dit, chez nous, vous avez un peu de temps, vous avez du temps pour travailler, pour chercher quelque chose, et on n'est pas sûr que ça marche. Par contre, il faut rester très frugal au départ, et dire, vous avez bien sûr cette idée, oui, on y croit plutôt, il y a du potentiel. On te donne 20 000 € et un demi ETP d'un designer qui va t'aider sur la phase d'exploration. Et dans 2 mois, tu reviens nous voir pour voir s'il y a quelque chose à explorer. Et si tu apportes des preuves, des indices de preuves qu'il y a du potentiel de marché derrière, on te donne 50 000 € pour faire un POC. Et si dans 3 mois, tu as un POC qui fonctionne et les gens accrochent, à ce moment-là, tu auras 200 000 € pour faire une première version et de refinancer progressivement. Donc, il faut de l'argent au départ, mais on prône une approche frugale pour obliger les gens à montrer de la valeur rapidement et faire un financement progressif, qui est le principe des startups, de l'amorçage et puis des tours de table progressifs plus importants. Et comme tu dis, pour montrer un ROI, il faut faire un business case au départ en disant, a priori, oui, il y a du potentiel à ce qu'on en gagne 2 millions d'euros, 10 millions d'euros dans 2 ans,
Ou ce n'est pas forcément de l'argent en politique publique, ça peut être économiser des équivalents CO2 de pollution, donc ça vaut le coup de mettre de l'argent dessus. Autre question? Ou est-ce que quelqu'un aussi veut nous partager un retour d'expérience, Ouais, un peut-être cas des à profils, travailler ouais. ensemble, un problème que vous avez en ce moment et vous avez besoin de nous et de tout le monde ici pour y répondre? Notamment sur les questions de profil, un peu, de profil qui manque chez vous. Non. Nous, si je peux compléter sur les profils qu'on voit qui manquent souvent dans les entreprises, c'est sur les profils notamment liés au business. Sur le design, alors ça peut manquer, mais c'est des choses qu'on peut compléter relativement facilement en trouvant des freelances, des prestataires, Octo par exemple, mais il y en a aussi d'autres qui peuvent le faire. Sur la tech, il peut y avoir des compétences qui manquent, mais voilà, c'est le travail des DSI. Ensuite, c'est leur difficulté, mais il y a des compétences sur le marché. Ce qui est plus difficile, c'est sur la bulle business qui est en haut, puisque là, c'est difficile de trouver des compétences sur le marché, sur le business. Donc, on peut trouver des gens qui savent faire des business models et du product management. Mais à un moment donné, il faut des personnes de l'entreprise qui connaissent le business. Et la difficulté, ça va être d'embarquer des personnes du business, des personnes du métier, pour donner leurs insights et leur expertise métier. Et donc, c'est souvent là, un point névralgique qu'on oublie trop souvent et on ne s'occupe pas du marché assez tôt. Une autre question? Je pense que moi, ce qui m'intéresserait, je vais prendre la parole parce que ce qui m'intéresserait, comme vous accompagnez effectivement des innovateurs et vous avez des expériences en mission, c'est vous, en tant que coach, quels sont les principaux freins que vous observez chez ces innovateurs dans leurs entreprises respectives? Alors, oui, bonne question, on en voit beaucoup, donc c'est pour ça que j'hésite à savoir lesquels donner. Il y a déjà celui que j'ai indiqué sur de pouvoir impliquer business et tech. Et donc, soit l'innovateur vient du métier, par exemple, hein, il a une idée à faire et il va avoir du mal à se connecter à la DSI et de convaincre la DSI d'avoir des compétences tech pour avancer sur le sujet. Il en a besoin dès le départ pour savoir ce qui est possible ou pas. Ou à l'inverse, l'innovateur vient plutôt de la tech et là va avoir du mal à se connecter au métier pour avoir des insights et aussi à embarquer le métier. Parce qu'ensuite, il risque de faire son POC dans son coin. Et ce qu'on voit parfois, il fait son proof of concept technique en montrant que ça marche. Ensuite, il va le proposer au métier, éventuellement avec toute sa DSI. Ils vont le présenter au métier. Le métier va dire qu'est-ce que c'est que ce truc-là? Pourquoi vous perdez votre temps à faire ces choses-là? Et pendant ce temps-là, on attend toujours notre feature depuis 3 mois. Retournez et faites le travail qu'on vous demande de faire. Donc, il y a un problème comme ça de connexion souvent entre des DSI qui sont trop externalisés et silotés par rapport au métier. Un moyen de le faire, c'est de surmonter ça, c'est de créer des connexions et par exemple, faire des séances de sensibilisation, des petits modules d'1 heure pour présenter au métier, les sensibiliser sur des nouvelles technologies émergentes qui peuvent les inspirer ou des nouveaux usages. Ça peut être, là, dans une entreprise, c'était de présenter l'usage de Klaxoon, des outils aussi collaboratifs, des petites choses qui peuvent vous sembler superficielles, mais qui permettent d'ouvrir la porte avec le métier et de créer une conversation et par ce biais-là, de dire, sinon, est-ce que vous avez des sujets? Moi, j'ai une idée, mais je cherche quelqu'un qui travaille sur ce sujet-là. Voilà. Donc, trouver un moyen, un cheval de Troie pour se connecter, soit au métier ou avec la DSI, pour aborder les autres sujets. Et moi, je détourne juste un petit peu ta question pour ajouter un autre point.
qui est aussi qu'est-ce qui fait qu'on a envie de bosser avec un innovateur, notamment un intrapreneur au moment où on va le sélectionner. En réalité, ce qui compte, c'est finalement aussi beaucoup l'humain et c'est est-ce que la personne a envie d'apprendre. Parce que justement, monter en compétence et apprendre les méthodes, bah, c'est normal. Au début, personne ne le sait et puis petit à petit, on apprend. En réalité, ce qu'on voit et ce qu'on essaye justement de sentir au moment de la sélection des profils, c'est est-ce que la personne est prête à être challengée, à être un petit peu bousculée dans sa façon de faire, de penser, d'apprendre, de travailler. Et c'est ça finalement qui compte le plus. C'est est-ce que si vous, du coup, à terme, vous choisissez ou vous avez vocation à choisir des gens pour devenir un innovateur, pensez à ça. Dites-vous, est-ce que la personne va apprendre, va être motivée, passionnée, partir de zéro? C'est ça qui compte le plus d'un aspect humain. Moi, j'appuie tout à fait à ce que tu dis. L'envie des gens d'apprendre, même s'ils n'ont pas les compétences. Et les compétences viendront si on a la motivation. Il y a une question de Paul Émile, si vous pouvez y répondre, et moi je prendrai la question de Stéphane. D'accord, dis-nous la question parce que moi je vois que mon écran. Quel est le facteur d'échec le plus important d'une innovation? Alors, quand on a parlé des facteurs de succès, si tu inverses, ça fait les facteurs d'échec. Mais du coup, on va en rajouter d'autres. Il y a un facteur d'échec. Alors, je ne sais pas lequel est le plus grand, c'est difficile à dire, mais ceux qu'on rencontre beaucoup, c'est aussi le manque de gouvernance. On peut avoir des labs innovation qui vont faire beaucoup de choses, hein, et de l'évangélisation, d'époque, des choses comme ça, et de la diffusion, de l'évangélisation. Mais et derrière ces projets, justement, ça n'arrive pas à atteindre le marché. On fait un peu que de l'invention et pas du marché. Et une technique pour s'obliger à avoir de l'impact, c'est de mettre en place une gouvernance du portefeuille d'innovation avec des comités réguliers, ce qu'on appelle nous des comités d'investissement, pour passer en revue le portefeuille de sujets dans le dispositif innovation et de dire ce sujet, quelles sont les preuves, qu'est-ce que vous avez fait sur la période, on y croit, on n'y croit pas pour la prochaine, est-ce qu'on finance, est-ce qu'on refinance ou pas, et donc d'arrêter des projets qui pourraient devenir des projets zombies. Et on voit beaucoup de projets zombies, et vous en avez dans votre entreprise des projets zombies qui meurent à petit feu dans les labs et qui tirent de l'énergie, la ressource, de l'argent pour les autres projets. Il faut avoir le courage de tuer ces projets zombies. Et le meilleur moyen de le faire, c'est par des comités réguliers avec des critères objectifs pour dire celui-là, il n'a rien apporté, il n'y a pas de potentiel sur la prochaine période. On le tue, même si ça fait mal. Et merci d'avoir travaillé sur ce sujet, de nous apprendre que finalement, il ne fallait pas appeler plus loin. On tue le sujet maintenant. Et justement, ce qui est assez marrant, c'est de voir que les innovateurs, intrapreneurs s'en rendent compte d'eux-mêmes et au bout d'un moment voient qu'il y a une limite à leur projet et décident d'eux-mêmes de dire en comité d'investissement qu'il faut tuer ce projet. Donc c'est là aussi où on voit justement l'état d'évolution et la maturité sur les sujets d'innovation. Parce que dans ce cas, tu as créé un cadre où tu as rendu ça possible, tu as rendu possible à une personne de dire ça fait 3 mois, ça fait 6 mois ou ça fait 12 mois qu'on travaille sur ce projet et on y croyait parce qu'on a vu régulièrement que ça apportait des choses. Et mais finalement, là, ça ne marche plus et en fait, il n'y a plus de potentiel et je conseille d'arrêter. Et donc, il faut avoir le courage d'accepter cet échec et de valoriser cet échec. Donc là, on voit bien qu'on tape sur des limites culturelles, hein, la culture de l'excellence dans l'entreprise, qui à l'inverse est aussi une culture de peur de l'échec. Donc, il faut créer un environnement, une bulle que peuvent créer justement des incubateurs où on permet l'échec, on valorise l'échec si c'est un échec limité, raisonnable, parce qu'on a financé progressivement. Peut-être comme il reste 2 minutes, Estelle, tu peux peut-être prendre la question sur le CPF. Oui, tout à fait. Alors, le parcours Innovation Product Manager est un nouveau parcours et c'est notre ambition de pouvoir effectivement déposer, si vous connaissez un peu les méandres de la formation professionnelle, nous devons effectivement déposer ce parcours auprès de France Compétences et pour cela, pour qu'il soit, j'allais dire, éligible au CPF, il faut que nous ayons jusqu'à 5 attestations ou tout du moins participation de
d'entreprises et donc de collaborateurs d'entreprises pour pouvoir déposer ce parcours. Donc, dès que nous aurons effectivement des retours d'expérience d'utilisateurs de ce parcours, nous serons en mesure de pouvoir le déposer. Pour l'instant, il ne l'est pas encore, mais comme je le disais, c'est notre ambition. Je vois qu'il y a une dernière question, si vous en êtes d'accord, Julie et Dominique. Je vous laisse y répondre. C'est sur les exemples concrets de projets innovants qui ont touché le marché et pu grossir. Oui. Alors, moi, j'en ai un, c'est Istovec. Là, j'ai travaillé au ministère de l'Intérieur pour accompagner le lancement de l'incubateur de start-up d'État. Et donc, un agent, un fonctionnaire du ministère de l'Intérieur avait une bonne idée de créer, de permettre aux personnes qui achètent un véhicule d'occasion de consulter l'historique officiel du véhicule avant de l'acheter. Et voilà, j'ai travaillé avec lui et ça a très bien marché et ça fonctionne bien sûr encore. Istovec, vous cherchez sur Internet, Istovec vous permet de consulter l'historique du véhicule. Et dans les derniers chiffres que j'avais, je crois qu'il y a eu 2 millions d'avis de téléchargement de la fiche historique du véhicule qui ont été faits. Ça a été lancé il y a 3 ans. Donc voilà, un succès qui est passé à l'échelle. Julie, est-ce que tu as... Et moi, je pensais à Pôle emploi et je recherchais. Je crois que chez eux, historiquement, ils avaient notamment La Bonne Boîte, qui est un projet qui avait pas mal grossi. Ça peut en faire des exemples. Et là, justement, en ce moment, on a toute une vague aussi de projets qui avaient démarré en mars dernier et qui passent étape par étape dans la démarche d'innovation et qui grossissent. Mais en effet, et ça c'est clair pour rien vous cacher, la partie croissance finalement reste la plus difficile, la moins connue et pratiquée pour le moment. Autant explorer, expérimenter, ça reste des choses qu'on pratique le plus. Et ensuite faire décoller, c'est plus compliqué, c'est clair. Oui, c'est vraiment le nœud du problème après. C'est déjà compliqué de trouver la bonne idée et de le tester. Mais c'est encore la partie facile. Ensuite, la faire passer à l'échelle et trouver le marché à l'échelle, faire grossir une entreprise, c'est difficile. Et un point là-dessus, c'est pour ça qu'on insiste pour penser au business model dès le départ, pour voir que ce soit viable, et embarquer le métier dès le départ pour qu'il ait envie de reprendre ce sujet. Sinon, ils ont l'impression qu'on leur a fait un bébé dans le dos et qu'on leur refile le bébé une fois qu'on l'a expérimenté et faire pousser en éprouvette en disant mais maintenant reprenez ce truc-là et reprenez-le. Et à ce moment-là, ça meurt à petit feu. Par contre, si on embarque les futurs opérateurs de cette application dès le départ, ils ont envie de le faire, ils prévoient du temps et du budget sur leur roadmap pour le faire parce qu'ils disent ça c'est important, ça va nous apporter quelque chose en relais de croissance ou par rapport à nos applicatifs. Donc, il faut que l'innovateur cherche dès l'amont à contacter des futurs repreneurs, ça peut être une direction métier ou autre, ou un partenaire, pour travailler avec lui sur la période. Éventuellement, en cours de route, ça ne marche pas, on se rend compte que ce serait plutôt une autre direction, un autre repreneur à prendre, et tant pis, on recommence. Mais dans beaucoup de cas, ça va bien être ce potentiel repreneur avec qui il faudra travailler. Et donc ça, c'est vraiment un point névralgique. C'est normal qu'il y ait beaucoup d'innovations qui ne passent pas l'échelle du marché, mais par contre, on pourrait augmenter le taux de succès en impliquant les futurs repreneurs plus en amont. Parfait. Eh bien, merci beaucoup, Julie et Dominique, pour nous avoir partagé avec passion toutes ces compétences qu'il faut pour l'innovateur. Merci à vous, de l'autre côté de ce Zoom, d'avoir participé. Inès vous a envoyé le questionnaire. Si vous avez 5 minutes pour y remplir, merci beaucoup. Ça nous aidera pour les prochains. Et vous recevrez bien évidemment le replay et les slides et même le lien vers We Are Entrepreneurs si vous voulez effectivement tester votre niveau, votre appétence pour l'innovation. Nous vous souhaitons une excellente journée. Au revoir. Merci beaucoup à tous. Merci, au revoir. Au revoir, merci.